Le problème, c'est la REM. Le problème, c'est la REM. Et un peu plus tôt dans la soirée hier, toujours à Besançon, une manifestation s'est tenue devant les locaux de France 3 Franche-Comté, ici à la Gardeau, alors que nous recevions hier soir dans le journal la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye en déplacement dans le département du Doubs. Sibeth Ndiaye qui est aussi secrétaire d'État auprès du Premier ministre et qui est reparti, vous le voyez, sous les huées. Une cinquantaine de personnes étaient sur place pour dénoncer la politique du gouvernement. Ah, mais moi je vais vous répondre. J'ai l'impression qu'on ne vit pas du tout dans le même monde, madame. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la réalité pour moi. Je vois tous les gens qui sont autour de là. Je vous explique qu'il y a un gros problème par rapport à la France. La société, elle est divisée comme jamais. Et vous nous dépeignez une société magnifique. Vous ne vivez pas du tout dans le même monde. Par contre, vous n'avez pas répondu sur la répression sur les Gilets jaunes, la répression judiciaire et policière sur les Gilets jaunes. Vous n'avez pas répondu là-dessus. Parce que moi, comme je vous ai expliqué, il y a eu de la répression à Besançon, particulièrement à Besançon. Il y a eu un jeune qui s'appelle Mathias, ça a défrayé la chronique en France, qui a été frappé par derrière par un policier alors qu'il avait absolument rien fait. Il rentrait tranquillement de manifestation. Et moi, par rapport à ça, j'ai été mis 6 fois en garde à vue alors que j'ai 48 ans. Je suis un militant, j'ai déjà milité, j'ai déjà fait toutes les manifestations. Je suis totalement pacifiste. 6 fois en garde à vue. Je voudrais bien qu'on m'explique 6 fois en garde à vue, une perquisition à mon domicile. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est un traumatisme. Je veux dire, juste pour le fait de manifester. Vous voyez pas ce qui se passe? C'est pareil par la répression par rapport aux jeunes qui sont en train de défendre leur bac, qui sont en train de se battre pour justement défendre leur éducation et tout ça. On leur envoie la police, on les met en garde à vue. Une société qui fait ça à ses enfants, c'est une société qui marche sur la tête. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Prenez conscience de ça. Moi, je suis pas politique, je suis un citoyen. Voilà, moi je veux vivre dans une société qui a de la bienveillance, qui prend soin des gens qui sont les plus pauvres. Et puis que les plus riches doivent partager, c'est la réalité, c'est une société. La France, c'est ça, c'est de la solidarité. Tout ce qu'on a obtenu du Conseil national de la résistance, on doit se battre et on se battra bec et ongle par rapport à ça. On lâchera rien par rapport à ça. Vous n'écoutez personne, vous n'écoutez pas le peuple. Le peuple, il gronde, vous n'écoutez personne. Voilà. Oui, mais alors il fallait appuyer. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et ça, police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. On reste des terres pour bloquer le pays. Bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Quand Macron est au radar retraite.
Macron n'aura pas ta pension. Vote Macron et t'auras ta retraite. Vote Macron et t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et la précarité, On a assez de cette société qui engendre le chômage et la précarité. On a assez de cette société. National, ministre du capital, police nationale, ministre du capital. Milice du capital. Ceux qui ils l'ont volé, l'envolé, partager des richesses. Il fait quand même. Ils sauraient pas le faire. On n'a pas le droit. Assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. On a sauvé vos retraites, tapez pas sur nos têtes. On a sauvé vos retraites, tapez pas sur nos têtes. On a sauvé vos retraites, tapez pas sur nos têtes. On a sauvé vos retraites, tapez pas sur nos têtes. Dans ta gueule. Ah, il fait beau, il fait beau. On a les casseurs sont à l'Élysée. La première violence, c'est la Arrête de composter. de terroristes ont défendu. À la porte, c'est le gouvernement. ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte, c'est le gouvernement. Ils laissent crever les vieux, ils crament les étudiants. À la porte, c'est le gouvernement. Ils gavent les patrons et pressurent les soldats. À la porte, c'est le gouvernement. Ils cassent les gilets jaunes et borgnent les pompiers. À la porte, c'est le gouvernement. Ils ferment les écoles, suicident les directrices. À la porte, c'est le gouvernement. Ils baissent les APL, augmentent la CSG. À la porte, c'est le gouvernement. C'est les carburants, cassent la SNCF. À la porte, c'est le gouvernement. Vendent les aéroports aux grands capitalistes. À la porte, c'est le gouvernement. Font monter le chômage et la précarité. À la porte, c'est le gouvernement. Votent des lois scélérates en catimini. À la porte, c'est le gouvernement. Nous traitent de terroristes quand on défend nos droits. À la porte, c'est le gouvernement. C'est par nos luttes qu'on va les dézinguer. À la porte, c'est le gouvernement. Nous traitent de terroristes quand on défend nos vies. À la porte, c'est le gouvernement. Nous cogner des gens pour faire tes heures. T'aurais mieux fait de rester chômeur. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire Tu vas pas hésiter. Dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter. T'es bien dressé, baratiné.
mais au moins j'aurais essayé, avant les boss de te causer. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Tu vois ce que tu as marqué? Qui engendre le chômage et l'insécurité. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud. Ah, c'est bien. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, et ils en sont les actionnaires. Ils servent à rien, ils nous coûtent cher. Ils en sont les actionnaires qui servent à rien. La rue là-bas, quand tu dis barre du jour, Les actionnaires. on y part à une vingtaine. Mais pas maintenant, c'est trop tôt là. Très bien, très bien. Un premier violon. Passer à une retraite par mois, quelle réforme de savoir. C'est pourquoi faut taxer les revenus financiers. De ce côté, il y a de l'argent. C'est pourquoi faut taxer les revenus financiers. De ce côté, il y a de l'argent. C'est bien. Faudra qu'on la récupère. Les jaunes. Il n'y a pas un gilet jaune là. Il n'y en a qu'une. Mais au fait, la Steph, elle est partie, elle est rentrée. Elle est rentrée avec lui. Mais oui, Steph, elle était invitée. Elle est invitée. Elle était invitée, tous les deux. Ah bon? J'avais vu Fred, mais je savais pas qu'elle était invitée. C'est bien. Je cache mes oreilles. Se laisser faire, ce que certains avaient gagné. Il m'énerve avec ça. On ne va pas se laisser voler, ce que certains avaient gagné. Pour les moyens, c'est vachement bien. Trois fois rien. On veut pas prendre des codes. Les retraites, la retraite pour tous n'est pas un milieu. On la défend avec nos tripes. On ne se laissera pas faire, Monsieur Macron. Bella ciao, Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. on ne va pas se laisser voler ce que certains avaient gagné. On ne va pas se laisser voler ce que certains avaient gagné. On ne va pas se laisser voler ce que certains avaient gagné. Le problème, c'est la REM. Le problème, c'est la REM. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux, entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser.
Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain. Allez les enfants, c'est beau. Bonjour. Bonjour. Très cool. Même les radios dites publiques. Bon, c'est une petite ville à côté de Oui, il y a des actions. Il y a des actions. Je vais filmer notre démissionnaire. Hein? Je filme le démissionnaire. Ben oui, puisque tu as envoyé des missions partout, quoi. Hein, je veux dire, des missions, oui, parce ouais. que on est à... Non, mais c'est bien parce que tu as expliqué aussi qu'est-ce que ça signifiait de démissionner administrativement, parce qu'il y a des gens qui imaginent que tu démissionnes, mais non, tu démissionnes pas de ton poste de neurochirurgien. Non, je ne démissionne pas de mon poste, de mon métier. J'aime mon métier, je suis passionné par ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être auprès des malades. Voilà. Après, il faut aussi voir que quand on est responsable de service comme ça, on a beaucoup de charges administratives, on a beaucoup de réunions, on a beaucoup de paperasse, on a beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose en fait dans le soin, et au final, on se rend compte que tout ce temps qu'on ne consacre pas à notre métier ne sert à rien, puisque de toute façon on ne donne pas l'argent et les moyens de travailler correctement. Nous, cette semaine, on a eu plus de 6 patients qui sont arrivés en urgence, qu'on a du mal à opérer parce qu'on n'a pas de salle d'urgence. Ça fait 4 ans qu'on a une salle d'urgence pour pouvoir opérer ces patients-là, et on est obligé d'annuler des patients qui étaient programmés, etc. Et donc on se retrouve coincé en fait entre les patients qu'on annule, les patients qui viennent pour des urgences, donc qui sont des fractures vertébrales, des choses comme ça, qui râlent parce que légitimement ils ne peuvent pas être soignés dans les délais raisonnables. Nous, on est pris entre ces choix cornéliens en fait, d'annuler des gens. On veut annuler personne. Nous, les gens qui sont programmés depuis plusieurs mois d'opération, c'est un crève-cœur pour nous de les annuler en fait. Donc on se retrouve à faire des choix comme ça qui sont ignobles en fait. Et nous, on en a marre de cautionner ça. Là, on sait que le service de cardiologie aussi, il y a beaucoup de difficultés pour les urgences cardiologiques. Ils sont en train d'imploser, le service là. La direction leur a dit oui, on entend vos problèmes, mais on n'a pas de solution à vous proposer. Donc, on n'a pas de solution. Voilà, donc, on n'a pas de solution à vous proposer. Donc vous débrouillez en fait. Malade cardiaque, c'est quand même un infarctus du myocarde, c'est mortel quand même globalement, tu vois. Et oui, en gros, il table sur votre conscience professionnelle. L'hôpital, de toute façon, le gouvernement actuel ne tient que par sa police, mais j'ai envie de dire, le système hospitalier, il ne tient que par l'abnégation des soignants. En fait. Les soignants tiennent à bout de bras l'hôpital. Il y a beaucoup de personnel qui sont en burn-out. Je veux dire, quand on voit les enquêtes sur les médecins,
le taux de burn-out est de 50%. Il y a 80% des médecins qui ont connu un burn-out dans leur carrière. Donc je veux dire, on est des professions, on a une pénibilité aussi. Il faut voir les infirmiers, les IAD, les IBOD, les infirmiers de bloc, les aides-soignants, les chirurgiens, les médecins urgentistes. On fait des professions très très difficiles. Donc en plus de tout ça, on doit gérer la pénurie en permanence. Là, on nous propose des mesurettes en fait, puisque le gouvernement, la ministre et le Premier ministre ont proposé 500 millions par an sur 3 ans. En fait, on s'est rendu compte qu'au final, on n'aurait que 200 millions. Et en fait, 200 millions, c'est à peine de quoi financer la plateforme téléphonique pour expliquer aux gens comment ne pas aller aux urgences. Oui, voilà, c'est ça. Leur but, c'est ça. Et leur but, c'est de se foutre du monde, en fait. Ils font des effets d'annonce comme ça, et puis après, ils laissent pourrir la situation. Ils pensent que les gens vont se décourager. Mais les gens, ils se découragent pas, en fait. Et le seul résultat de cette façon de procéder, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en France qui en ont marre de cette politique, de ne pas être entendus. C'est comme pour les retraites, les soignants vont être aussi impactés pour les retraites, donc les gens sont en grève, ils ne lâcheront pas parce que c'est injuste en fait, tout ça c'est injuste. Et alors, on nous fait croire qu'on nous a écoutés en fait parce qu'on nous a donné des 200 millions. Et puis cette semaine, j'ai eu le plaisir d'entendre qu'on débloquait 168 millions pour l'hôpital de Marseille parce qu'on voulait soutenir la campagne du professeur Berland, néphrologue marseillais, qui se présente à la mairie de Marseille sous l'étiquette l'AREM. Donc voilà. Ça fait doucement sourire, quoi. Oui, voilà. Donc tout ça, c'est se moquer des gens en fait. Donc on va continuer. On va continuer. Il y a beaucoup de gens qui arrivent là pour cette manifestation. Oui. Et je pense que il y a beaucoup d'usagers en fait de l'hôpital qui comprennent aussi que c'est leur santé qui est en danger. Voilà, nous on est là pour défendre notre métier, mais surtout, j'ai envie de dire, la santé des Français. Merci beaucoup. Les personnes qui représentent un service en difficulté ou en grève, les représentants syndicaux, les représentants des médecins, les représentants des usagers, ceux qui veulent parler, vous viendrez vers la Sono et vous aurez l'occasion de dire ce que vous avez à dire dans cette journée particulière où nous allons tous témoigner de notre attachement à l'hôpital public. Notre attachement obligatoire à l'hôpital qui est représenté par ce lien blanc tissé de drap, et puis nos tenues qui sont pendues car nous sommes à la fois dépendants de notre hôpital et on l'aime aussi et on est attaché à notre hôpital. Donc mettez-vous devant l'hôpital pour que aussi les journalistes puissent faire de belles photos. Vous soyez tout beau. Avec le sourire. Avec le sourire, ben non. C'est dur d'avoir le sourire dans ces conditions. Laurent, on va faire, je propose qu'on fasse la lettre au président de la République. Comme vous le savez sans doute, peut-être, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, toute la France se mobilise. Tous les hôpitaux de France se mobilisent. À Paris, à un appel national et en local, partout où on le peut, faire quelque chose, une action qui explique à la fois aux soignants pourquoi ils ont tant de mal quand ils sortent de leur travail, d'avoir l'impression de ne pas avoir fait le travail avec tout le sens qu'ils auraient voulu, et à la fois aux usagers pour leur expliquer la situation dans laquelle nous sommes, faute à une politique qui dure depuis une vingtaine d'années, où nous en sommes arrivés et le cri de détresse que nous sommes en train de tous ensemble, de l'ASH, des services des ouvriers de l'hôpital, des infirmiers, des aides-soignants, des secrétaires, des manipulateurs radio, les médecins, les internes, tous ensemble, nous sommes en train de dire, de lancer un SOS de détresse, car notre hôpital, mesdames, messieurs, il est en grave danger. La preuve, c'est 1200 médecins qui ont proposé leur démission administrative à notre administration. La cérémonie va être comme ceci conçue. Nous allons vous lire la lettre que le CIH, le collectif interhôpital, a écrite et a envoyée à notre ministre, à notre président de la République, M. Macron. Ensuite, il y aura des prises de parole de médecins, de services en difficulté ou en grève au CHU, d'organisations syndicales, et les usagers qui voudront prendre la parole, eh bien, pourront le faire sans aucune difficulté. En tout cas, merci d'être là, et lecture sera faite de cette lettre au président de la République.
Monsieur le Président de la République, nous sommes 1300 médecins hospitaliers à avoir collectivement décidé de démissionner de nos fonctions administratives de chef de service ou d'unité de soins parce que, depuis des années, nous assistons à une dégradation continue des conditions de travail des équipes hospitalières. Une ligne rouge a été franchie, la qualité des soins se dégrade, la sécurité n'est plus assurée. Lors de votre élection à la présidence de la République, nous avons espéré un changement, la fin d'un système à bout de souffle, comme le déclarait justement la ministre de la Santé. En effet, il n'est plus possible de continuer à faire fonctionner l'hôpital comme une entreprise commerciale, tout en lui imposant en moyenne 800 millions d'euros d'économies chaque année. Au cours des 10 dernières années, la fameuse tarification à l'activité a contraint les hôpitaux à augmenter toujours plus leur activité, alors que les gouvernements décidaient de baisser les tarifs de paiement des séjours par la sécurité sociale. Ainsi, de 2005 à 2015, l'activité a augmenté de près de 15%, sans augmentation de personnel au lit des malades. Aujourd'hui, l'hôpital est à bout de souffle, il n'est plus attractif ni pour les divers professionnels paramédicaux, en particulier les infirmiers et infirmières, ni pour les médecins. Bon nombre d'entre eux fuient les hôpitaux publics. Par conséquent, des lits ferment, l'activité baisse, les patients attendent des heures aux urgences couchés sur des brancards. Votre promesse d'un changement de financement n'a pas à ce jour été tenue. Le mouvement de protestation des personnels hospitaliers a conduit le gouvernement à proposer en urgence une rallonge de 200 millions d'euros, plus 100 millions pour les EHPAD en 2020, puis de 200 millions de plus en 2021 et en 2022. Mais on demande encore pour cette année une économie de 600 millions d'euros à l'hôpital public. Faites le compte. Malgré l'attribution de primes à moins du tiers des personnels, la France continuera à occuper la place honteuse de 28e sur 32 dans le classement OCDE des rémunérations infirmières. Certes, le plan Ma Santé 2022 devrait permettre de mieux coordonner le travail des hôpitaux avec la médecine de ville. Certes, l'accès aux études médicales va s'améliorer en mettant fin au concours guillotine de première année. Mais ces mesures vont mettre des années avant de produire leurs effets. D'ici là, que restera-t-il de l'hôpital public? C'est maintenant qu'il faut agir. Il y a urgence. Urgence pour les urgences, urgence pour la psychiatrie, urgence pour la pédiatrie, urgence pour tous les hôpitaux publics universitaires et non universitaires. Vous l'avez vous-même affirmé, l'hôpital public est un trésor de la République et il doit être sauvé. La prochaine élection présidentielle de 2022 ne doit pas donner lieu à un grand débat sur l'effondrement de l'hôpital public. Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de sauver l'hôpital public en prenant au moins 2 décisions. Supprimer toute demande d'économie à l'hôpital public d'ici la fin du quinquennat. La reprise seulement partielle et échelonnée de la dette par l'État ne suffira pas. L'hôpital doit pouvoir embaucher le personnel nécessaire pour assurer des soins de qualité et garantir la sécurité des patients. Le deuxième point, ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives des personnels hospitaliers pour engager un plan de rattrapage des salaires avec comme objectif la moyenne des pays de l'OCDE et permettre ainsi de restaurer l'attractivité de l'hôpital public. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre profond respect et en notre dévouement à l'hôpital public. On a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol. Nous n'avons pas de solution à vous proposer à vos difficultés quotidiennes. Nous ne voulons plus de ça. Voilà, alors aujourd'hui on est là, devant cet hôpital, parce qu'on est très en colère. On est en colère en France, au niveau des hôpitaux, parce que ça fait 1 an que les services d'urgence sont en grève. Cela fait 6 mois que les hôpitaux sont en grève. Cela fait 1 mois qu'on a envoyé à Madame Buzyn notre ultimatum pour la prévenir que nous allons démissionner et maintenant nous sommes en train de démissionner. Et que fait Madame Buzyn? Elle parade dans les journaux télévisés, elle fait des fake news en disant qu'elle nous a entendus et qu'elle nous a alloué des budgets conséquents alors qu'il n'en est rien. On nous propose, on l'a entendu, 500 millions d'euros sur 3 ans. En fait, on a fini par apprendre que sur ces 500 millions, il y avait 200 millions qui allaient aux EHPAD et au final, 97 millions qui allaient être alloués à d'autres financements. Au final, il reste 200 millions pour cette année pour s'occuper de tous les hôpitaux français. C'est une vaste mascarade.
D'autant plus qu'on a appris cette semaine qu'à Marseille, le ministère de la Santé va soutenir la candidature du professeur Yvon Berland, qui est néphrologue, qui est un candidat de la République En Marche. Et pour conquérir cette ville, on va allouer aux hôpitaux de Marseille la somme de 168 millions d'euros, ce qui correspond à peu près à la somme qu'on va donner à toute la France pour sauver l'hôpital public, comme dit Madame Buzyn. Donc Madame Buzyn, nous n'avons plus besoin de belles paroles, nous n'avons pas besoin de poudre de perlimpinpin, nous voulons de l'argent pour sauver notre hôpital. Nous les médecins, les soignants, tous ceux qui sont ici sur devant le CHU de Besançon, nous sommes là pour dire qu'on en a marre de nous prendre pour des imbéciles. D'accord? Nous demandons 300 € de plus par mois pour tous les hospitaliers, que ce soit les infirmiers, que ce soit les ASH, que ce soit les agents qui vous accueillent à l'hôpital, que ce soit les techniciens qui souvent sont dans des situations précaires puisqu'ils sont bien souvent pas titularisés avant des dizaines d'années. Il y a encore des gens qui sont agents techniques dans l'hôpital ici et qui n'ont toujours pas été titularisés. C'est proprement indigne. Et qu'est-ce qu'on nous propose face à cette demande de 300 € par mois? On nous dit, on va donner 100 € aux infirmiers qui travaillent dans les services de gériatrie, on va vous donner une prime de 300 € à la fin de l'année. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Cela fait plus de 10 ans que le point d'indice des fonctionnaires est gelé. Cela fait plus de 10 ans que les gens n'ont pas été augmentés. Cela fait plus de 10 ans qu'on nous impose des plan d'austérité, et les soignants sont en colère parce qu'en fait nous avons joué ce jeu de l'austérité. On nous a demandé de perfectionner nos techniques de soins, on nous a demandé de améliorer la rentabilité, comme on appelle maintenant, puisque l'hôpital public doit devenir une entreprise, n'est-ce pas? Donc on a répondu à toutes ces demandes, on a répondu à toutes ces injonctions, on a répondu à tous ces audits de qualité, ces audits de bientraitance, alors que les soignants sont en permanence maltraités. On a répondu à tout ça depuis 10 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dit en échange? On vous dit on ne peut pas résoudre votre problème, alors que nous sommes un pays riche, alors que on nous propose 200 millions d'euros pour toute l'année 2020, alors que le budget de dépenses de santé en 2020 sera de 200 milliards. Ça veut dire que Madame Buzyn, Monsieur Philippe, Monsieur Macron, dans leur grande générosité, nous ont alloué 0,1% des dépenses de santé de 2020. Et on appelle ça un grand plan de rénovation de l'hôpital public. Donc nous ne sommes pas dupes de tout ça. Et nous nous battons aussi pour que les gens restent à l'hôpital. Parce que le grand drame de cette situation-là, finalement, puisque on n'a plus le droit de se réunir dans les hôpitaux. On ne nous donne pas d'amphi, par exemple, pour faire des assemblées générales. Quand on essaie d'informer nos collègues, on nous traite de faire de la propagande, alors que la direction de l'hôpital même relaye la propagande gouvernementale sur toutes les boîtes mail des hospitaliers. On nous accuse de faire ça, on nous empêche de nous réunir, on nous empêche d'informer. Quand on va dans la rue maintenant, on se fait gazer et puis on se fait blesser à coups de LBD. Et donc finalement, les gens, qu'est-ce qu'il leur reste pour exprimer leur perte de sens? Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la perte de sens, le découragement. Il y a 50% des médecins et des soignants qui sont en burn-out, il faut le savoir quand même ça. Il y a une grande souffrance au travail dans nos hôpitaux. Qui nous entend? Personne ne nous entend. Donc qu'est-ce que vont faire les gens? Mais les gens quittent l'hôpital. Et c'est ce qui se passe dans de nombreuses institutions. Des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. À Paris, c'est la fuite. Tous les hospitaliers commencent à quitter la PHP. Ça va arriver aussi dans nos institutions. À Besançon, on ne trouve pas de poste pour certains infirmiers, par exemple les IBOD, les IAD. On n'en trouve pas parce qu'ils préfèrent aller travailler à la frontière en Suisse, ils sont mieux payés, ou ils préfèrent aller travailler à la clinique. Comment voulez-vous que les gens restent à l'hôpital quand on sait que les infirmières françaises sont les moins bien payées de tout l'OCDE? On est au 28e rang de l'OCDE pour le salaire des infirmières, alors qu'elles font un travail tous les jours formidable et tout le monde le reconnaît. Et comment on les récompense, ces gens-là? Il y a un moment, il faut arrêter les belles paroles, Madame Buzyn. Il faut mettre de l'argent sur la table et rétribuer la qualité du travail de nos soignants français par un salaire qui est digne. On ne demande pas des 1000 et des 100, on demande juste un peu de dignité. Et puis aussi on se bat, il y a des internes peut-être qui sont là dans l'assistance, on se bat pour les carrières
des jeunes médecins, on se bat pour les carrières des jeunes infirmières. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a un tiers des infirmières qui démissionnent dans les 5 ans où elles ont commencé leur travail parce que quand elles arrivent à l'hôpital, eh bien elles voient la difficulté d'exercer leur métier et elles abandonnent au bout de 5 ans. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ces jeunes médecins, ces internes qui sont payés même pas 5 € de l'heure quand ils sont de garde. Qui travaillerait dans ce pays pour 5 € de l'heure quand vous êtes de garde 24 heures, que vous dormez pas de la nuit? Ce n'est plus acceptable. Donc, si on veut empêcher la fuite des soignants de l'hôpital, si on veut empêcher l'effondrement de notre système hospitalier, je ne parle pas là de la médecine de ville aussi qui est en grande souffrance. Il faut savoir que dans les années qui viennent, beaucoup de médecins généralistes ne vont pas être remplacés à leur départ en retraite et donc on se prépare à un effondrement global du système de santé de notre pays et qui est conduit par cette politique gouvernementale d'austérité. Donc les soignants ne veulent plus être maltraitants avec leurs patients, les soignants ne veulent plus être maltraités. Il faut que la ministre de la Santé, que ce gouvernement nous écoute, car nous ne céderons pas et nous ne lâcherons pas cette bataille, parce que nous la devons à nos patients. Merci beaucoup, bravo. On l'a dit, on le répète, nos conditions de travail sont difficiles et c'est la raison pour laquelle on est mal payé, c'est la raison pour laquelle on a du mal à trouver du monde qui viennent travailler à l'hôpital alors qu'on fait un travail extraordinaire. On est tout près des gens, on s'occupe de vous. C'est beau ce travail. Et ça, on veut le dire. Et on veut le dire qu'on veut continuer de travailler parce que cet hôpital, bien sûr que c'est important pour tout le monde et c'est important aussi pour nous. On l'aime cet hôpital. Alors derrière vous, sur la bande des draps, il y a 2 endroits qui sont un petit peu particuliers. Et vous avez, oui, tu vois, des faux là, ouais. Devant toi, ouais. Alors au milieu, là, il y en a aussi un là. Je vous demanderai voilà. Dénouer. Non, pas celui-là. Excuse-moi. Celui du milieu, voilà. Et puis celui du milieu là-bas, vous pouvez ouvrir et on va voir le message aujourd'hui que nous voulons donner à tout le monde. Oh. Voilà, tu peux le donner là-bas aussi. Reculez-vous. Voilà. Écartez-vous un petit peu. On va s'écarter. C'est ça le message que nous voulons dire aujourd'hui. Oui, nous avons des difficultés. Mais oui, qu'est-ce qu'on l'aime, cet hosto. Et tous ensemble, on le dit qu'on l'aime, cet hosto. On veut y passer parce qu'on veut soigner les gens qui en ont besoin. Parce qu'un jour ou l'autre, c'est nous qui en aurons besoin. Nous avons inventé une petite chanson. Je vous demande de l'écouter. Donne le top. On est là. On est là, même si Buzyn ne le veut pas, nous on est là. Pour sauver les usagers, pour sauver les salariés, pour sauver notre hôpital, nous on est là. On est là, on est là, même si Buzyn ne le veut pas, nous on est là. Pour sauver les usagers, pour sauver les salariés, pour sauver notre hôpital, nous on est là. On est là, on est là, même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour sauver les usagers, pour sauver les salariés, pour sauver notre hôpital, nous on est là. Merci. On est là, même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour sauver les usagers, pour sauver les salariés, pour sauver notre hôpital, nous on est là. On est là. Ils sont en train de regarder par les fenêtres, ils sont là, on peut leur faire coucou. Oui, on est là. Oui. Venez avec nous, venez dire tout ce que vous voulez, toute votre détresse. Aujourd'hui, la population doit savoir qu'en ce moment à Besançon, eh bien, les urgences sont en grève. On l'a dit depuis plusieurs mois, 10 mois qu'ils sont en grève. La gériatrie, services de gériatrie sont en grève. Vous voyez encore de leurs draps avec leur slogan aux façades de l'hôpital. Il y a les assistants de régulation médicale. Quand on appelle quelqu'un avec le centre 15, on fait le 15. Je suis en problème, j'ai un danger, j'ai quelque chose. Vous avez quelqu'un qui est au téléphone. Il travaille ici au -1 dans un locaux particulier. Ils sont en grève. Nous avons aussi les manips radio. Vous venez à l'hôpital, vous vous êtes cassé la jambe, vous allez faire une radio, un scanner, une IRM. Toutes les personnes qui sont des manipulateurs radio sont en grève aujourd'hui encore. Et puis vous avez tout le personnel de sécurité, ceux qui assurent quand il y a un début de feu, quand il y a un problème avec un patient agressif. C'est eux qu'on appelle. Ils sont en grève.
Et puis nous avons des services qui sont en tension. Hier au CHSCT, nous avons parlé de la cardiologie. La cardiologie, ça parle à tout le monde. Ils sont en grande difficulté. Le CHU le sait, la direction le sait. La pneumologie, le service dans lequel je travaille, nous avons un service de soins intensifs depuis une quinzaine de jours. Faute de personnel, nous nous sommes déclassés avec l'accord des médecins en service conventionnel. Nous ne traitons plus de services, nous ne traitons plus de cas de soins intensifs. Nous ne remontons plus de personnes de réa médicale. C'est du jamais vu à l'hôpital. Et puis dans les services en tension aussi, la dialyse. Quand on a un problème avec les reins, on va en dialyse, on y va plusieurs fois par semaine. Ce service est en tension. Ce ne sont que des exemples. Vous voyez, on nous dit que l'hôpital, oui, on va faire des choses, on va faire... C'est trop... Il faut les faire maintenant. Il faut mettre le chèque sur la table parce que l'hôpital part à volo. Eh bien, nous voulions tous vous le dire. Si quelqu'un veut prendre la parole... Bonjour. Moi, je voudrais dire, l'hôpital, je pense que si j'étais pas venu à l'hôpital, je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Je remercie particulièrement le service d'hématologie, qui est une équipe formidable, où j'ai franchement rencontré des hommes et des femmes merveilleux. Alors, je voudrais dire, cet hôpital, moi, j'y tiens, et puis je tiens pas qu'à celui-là, je tiens à tous les hôpitaux de France. Et je voudrais bien qu'on se rende compte d'une chose, c'est que le service public, c'est là pour rendre service au public et c'est pas là pour gagner de l'argent. Il faut arrêter de nous raconter des conneries. Alors l'hôpital, on l'aime et tous ensemble, on va le sauver. Voilà. Merci monsieur. Je suis aussi un délégué syndical et j'ai pu, tout au long de ma vie professionnelle à l'hôpital, mesurer la souffrance et la détresse de nos collègues qui sont sous pression, qui sont pressurés. Et j'ai pu aussi voir la souffrance des patients dans des hôpitaux qui sont privés chaque jour de moyens et de plus en plus de moyens. Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que le combat pour la défense de l'hôpital public rejoint le combat contre la réforme des retraites, rejoint le combat contre des gilets jaunes que les gilets jaunes mènent depuis novembre 2018 pour plus de dignité, pour avoir le droit de vivre, tout simplement. En fait, il rejoint le combat de tous ceux qui veulent vivre contre cette logique du profit, contre le capitalisme. Parce que, de toute façon, la cause de nos souffrances est exactement la même, qu'on soit éboueur, égoutier, pompier ou hospitalier. Donc, je ne vais pas prendre la parole, je ne vais pas la monopoliser, mais dans le cadre de la lutte, de la journée pour la défense de l'hôpital, à 20h... Vous voyez, je suis gilet jaune et blouse blanche. Donc je me bats effectivement pour l'hôpital, mais aussi pour la justice, qu'elle soit sociale, fiscale ou climatique. Je voulais dire que dans cette République de Macron, en fait la nouvelle loi, c'est la loi du marché. En fait, les valeurs de cette République sont devenues la compétitivité, la concurrence, la rentabilité, et n'ont plus rien à voir avec nos valeurs républicaines de liberté, solidarité, fraternité. Et égalité, j'ai oublié. Donc moi je voulais dire que, comme le disait Norbert tout à l'heure, notre combat pour le service public de l'hôpital, il rejoint tous les autres combats. Il y a les chercheurs actuellement qui sont dans la même situation que vous. On va leur demander effectivement de réduire, on va les obliger en fait à élaborer des thèses de recherche sur des choix faits par les entreprises ou le gouvernement. C'est-à-dire que les chercheurs ne seront plus libres de décider eux-mêmes de la recherche qu'ils veulent effectuer. Les enseignants aussi sont en grande difficulté avec leurs élèves, puisque en fait maintenant, les E3C ont déterminé le fait que les enfants, dans chaque académie, vont passer le bac sur toute l'année, et donc du coup il va y avoir compétition entre les différents systèmes d'enseignement au lieu finalement d'établir une égalité au niveau de l'enseignement. Donc en fait on est tous dans le même combat, les cheminots avec la SNCF qui a été privatisée. En fait on est tous dans le combat contre cette loi du marché qui veut que petit à petit l'austérité s'installe partout et que nous en bas on trinque tous. Voilà. C'est ça la politique de santé, c'est ça le service public. Normalement, c'est de donner la même chance à tous, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire.
Eh bien aujourd'hui, quand on habite à Besançon, on a encore un peu de chance parce qu'on a le CHU, on a les urgences. C'est vrai, on va faire la queue, c'est vrai, on va attendre longtemps, mais on sera pris en charge. Eh bien habitez maintenant en Haute-Saône, habitez dans un trou perdu du département du Doubs, eh bien appelez le centre 15, vous allez tomber ici. Que vous soyez aussi à Belfort, ça va tomber ici, et puis vous allez attendre un petit peu. Eh bien ça, on y va de plus en plus. Donc oui, les inégalités qui sont soulevées depuis novembre 2018 par les Gilets jaunes, elles existent financièrement, elles existent aussi au-devant de la santé. C'est une remise à plat de notre système, comme le disait le monsieur tout à l'heure. Il faut maintenant bien en avoir conscience et de faire les choix. Les Qui bons veut prendre la choix. parole? Les bons choix. Personne ne veut parler, c'est rigolo. Nous on est là pour défendre les usagers, pour défendre les salariés, pour défendre notre hôpital. Nous on est là, on est là, on est là. Même si plus elle ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les usagers, pour défendre les salariés, pour défendre notre hôpital. Nous on est là, on est là, on est là. Même si plus elle ne veut pas, nous on est là. Pour défendre. Moi, ce que je pense de la situation actuelle, c'est que Macron, Buzyn, ont la volonté assumée d'assécher l'hôpital public, d'amener les gens qualifiés à partir ailleurs, de façon à ce que l'hôpital n'ait plus de valeur et que les gens aillent vers le privé et qu'on en arrive à la prise en charge des services par des fonds de pension, par des assurances, et par les banques. Et voilà, et les gens n'iront plus soigner, tout simplement. Et moi, je dénonce aussi la fermeture des maternités qui mettent les mères et les enfants en danger le long des routes. J'espère qu'il y a d'autres sages-femmes dans le groupe, là. C'est vrai. Moi, c'est Daniel Munich. J'ai été suivi il y a quelques années en arrière par le service cardiologie. Je suis encore suivi au service cardiologie, d'ailleurs. Je remercie les médecins qui m'ont suivi et qui me suivent encore. Je remercie aussi les gens du SAMU, qui travaillent au SAMU, parce qu'eux, ils prennent des risques sur la route, à conduire vite, pour arriver au plus vite, pour nous sauver. Je remercie aussi les pilotes d'hélicoptères qui pilotent l'hélicoptère du SAMU, ou l'hélicoptère rouge et jaune qu'on voit souvent passer au-dessus de nos têtes. Parce qu'eux aussi, ils prennent des risques. Ils ont besoin qu'on soit là aussi pour eux. Donc je tiens à notre hôpital. On a parlé du CHU, on a parlé des hôpitaux périphériques. Il y a aussi une problématique, on en a parlé il y a 2 ans. Ça a fait le gros buzz. Depuis, tout le monde s'en fout. Aussi. Je veux parler des EHPAD. Ouais. Est-ce qu'il y a des soignants d'EHPAD ici? Evelyne! Je dis ça parce que je sais qu'il y en a. Ils sont venus de Bellevaux, ils sont venus d'Havane. Ils sont venus nous dire que leurs conditions de travail ne s'améliorent pas. Tu es d'accord? La situation, elle est toujours terrible pour eux, mais elle est terrible pour nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes. Et ça, c'est insupportable. Et à un moment donné, on s'est mis tous... et après, on oublie. Et voilà, la situation, en tous les cas, je vous le dis, si vous voulez le dire, vous pouvez, ne s'est pas améliorée dans les EHPAD. C'est une honte. D'autocollants qui sur nos placards, nos vestiaires, plutôt que de s'occuper de vrais problèmes. Je trouve ça désolant. On parle des ambulanciers, justement, moi je vais en parler un petit peu. Le monsieur avait raison. Les ambulanciers prennent le volant nuit et jour. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes équipes la nuit que le jour, hein, ça s'entend. En termes de récupération de repos, aujourd'hui, ils peuvent difficilement se reposer. D'autant plus qu'on nous demande d'aller donner un coup de main donc, au SAU en plus de notre travail. Et je trouve que c'est une surcharge de travail en plus qui est intolérable. Voilà à peu près en gros ce que j'avais envie de dire. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression de subir le contre-coup de cette audit syndicale. Il y a le SAMU, il y a les infirmiers, il y a
secrétaires, il y a la blanchisserie, il y a les services de cuisine. C'est une énorme famille. Il y a des dizaines et des dizaines de professionnels à l'hôpital. Et quelle est la mesure de l'année de Mme Buzyn et de M. Macron? C'est de nettoyer tout ça. On va faire de notre hôpital qu'avec le cœur métier, des médecins, des infirmiers et des aides-soignants. Et le reste, on va leur proposer de partir de l'hôpital. Depuis le 1er janvier 2020, on parle de rupture conventionnelle. C'était un terme qu'on utilisait dans le privé pour partir de son travail. Eh bien aujourd'hui, dans la fonction publique et dans la fonction publique hospitalière, cela est possible. L'idée du gouvernement, c'est de proposer, et que les gens proposent aussi, de partir de l'hôpital, de toucher un chèque, et puis de quitter l'hôpital en sachant qu'il n'aura pas de remplaçant dans son service. Vous voyez, nous avons par exemple à la blanchisserie, on va dire 50 personnes, il y en a 20 qui veulent partir, là, il en restera plus de 30, et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, on ne peut plus fonctionner. On va proposer ça au privé, et on va nettoyer les cuisines. Et ensuite ce sera quoi? Les secrétaires. Et ensuite ce sera quoi? Les ASH. Et nous allons nous retrouver avec un hôpital qui sera assujetti au bon vouloir des groupes privés. Et qui c'est qui va s'en mettre plein les poches quand les groupes privés, ils perdent jamais d'argent? Eh bien, ce sera tout, bien entendu, les copains de ceux qui nous dirigent actuellement. Voilà, je veux que vous le sachiez, après faites ce que vous voulez. Mais l'hôpital, elle est aussi en danger par cette rupture conventionnelle du service public. Le président du conseil d'administration de l'hôpital, vous savez tous qui c'est, c'est le maire de la ville de Besançon. Eh oui, le maire est président du conseil d'administration du CHU. Eh bien, que fait-il? Où est-il? Que dit-il face à cette situation d'effondrement annoncé de l'hôpital, du centre hospitalier universitaire qui intervient pour toute la région, en particulier pour la communauté d'agglomération dont le maire est aussi le président. Alors on aimerait bien que cette municipalité qui fait semblant de tirer un bilan très positif de son mandat et dont un certain nombre d'élus se représentent pour la prochaine mandature, on aimerait bien les entendre aussi sur ce qu'ils ont l'intention de faire pour sauver cet hôpital, avec les personnels qui y travaillent, avec les usagers de l'hôpital que nous sommes, et avec toute la population, puisque toute la population est concernée par la question de la santé. Alors, Monsieur Fousseret, avant que vous partiez au vert, on aimerait vous entendre. Bravo. Je fais un petit aparté. Vous savez que le professeur Tinès, il s'est battu pour un moratoire sur les armes sublétales. Moi, je vais vous présenter une personne aujourd'hui qui est une gilet jaune du premier jour. Je vais vous montrer comment c'est grave, comment ces gens sont menaçants, comment ces gens sont des absolument personnes dangereuses. Je vous présente cette dame qui fait toutes les manifestations de samedi. Elle est incroyable, avec ses deux cannes, sa petite fleur rose. Jaune, vous voyez maintenant, jaune. Vous voyez, La Saint-Valentin. c'est là, oui, on l'aime. Et je voulais juste vous dire qu'elle est venue encore aujourd'hui, car l'hôpital, elle sait aussi que c'est important. Ah ben bien sûr, oui, tout le monde a besoin de l'hôpital. Automatiquement, médecin, urgentiste, infirmier, tout le monde. Je propose. On se trouve là. En tout cas, je propose de dire au nom de tous les gilets jaunes, merci pour voilà. Excuse-moi. J'ai Séverine qui vient de m'appeler, elle demande si tu pourrais pas y envoyer, elle voudrait que tu envoies des photos avec Marc. Ben, je lui enverrai. Mais je crois que c'est... Je sais pas si alors on est où? je sais pas si c'est pas urgent. On est là, on est là.
L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder, notre hôpital. Il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat pour le garder. L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat pour le garder. L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat pour le garder. L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat pour le garder. L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat pour le garder. L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat pour le garder. L'hôpital, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se bat. Internet, mais en fait je peux pas le faire tout de suite. Ah oui. C'est moi pour le faire. Ah ouais, c'est ça. Et ça, c'est dommage, il tombe. Eh ben oui, on le voit pas.